Alors, ça va. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, un instant. J'espère que j'ai activé le micro. Yes. Donc, aujourd'hui, on va commencer le concept de routage. OK? Donc, l'objectif, expliquer comment les routes déterminent le meilleur chemin d'accès, expliquer comment les routes transmettent les paquets à la destination, configurer les paramètres des bases sur un routeur, décrire la structure d'un tableau de routage, comparer les tableaux de routage, le routage statique et le routage dynamique, tout simplement. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir de façon générale comment est-ce que le routage se fait dans le réseau. Comment est-ce que les paquets sont routés? C'est quoi le routage? C'est quoi le concept du routage? C'est ce que nous allons voir. Donc, une fois on finit ça, le chapitre qui va suivre, on va parler du routage statique exclusivement, la configuration du routage statique. À partir de la séance d'aujourd'hui et puis la séance qui va suivre, vous pourrez maintenant configurer un réseau en entier, c'est-à-dire faire fonctionner un réseau d'entreprise à 100%. Parce que vous connaissez déjà comment faire fonctionner les réseaux au niveau de la couche 2. OK? Mais si nous avons plusieurs qu'on appelle réseaux, pour le moment, il y a quelque chose qui manque encore. C'est le concept de routage qui manque. Parce que lorsque vous voulez router le trafic dans plusieurs réseaux, dans un très grand réseau, il faut appliquer le concept de routage. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. OK? Donc, on y va. Donc, euh, donc, détermination des chemins. Et il faut dire comme cela que, attendez, je vais prendre un exemple ici. OK. On a dit quoi? On a dit que nous avons 7 couches pour le modèle pour PC. Lesquelles? La couche d'application, la couche de présentation, OK? La couche de session, la couche de transfert, la couche de réseau, la couche de liaison des données, la couche physique. Si vous remarquez bien, le concept qu'on a couvert depuis le second chapitre, nous étions au niveau de la couche de liaison ici. C'est au niveau de la couche de liaison ici que nous avons couvert, que ce soit le concept de VLAN, on a couvert VLAN, inter-VLAN, on a couvert, comment on appelle ça? How do we call that? Comment? Donc, inter-VLAN, on a couvert STP, ainsi de suite. On a couvert beaucoup de choses au niveau de la couche de liaison. Aujourd'hui, nous allons avec la couche 3 ici. OK? Aujourd'hui, nous continuons avec la couche 3. Donc, on va commencer maintenant le routage. Quand on avait vu le modèle OSI, on a dit quoi? Quelles sont les fonctionnalités de la couche de réseau? Au niveau de la couche de réseau, nous avons la détermination du meilleur trajet. Tout simplement, sélection du meilleur chemin. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est pourquoi je vous dis, en fait, si vous maîtrisez bien le modèle OSI, je vous recommande d'ailleurs de regarder au moins 2 fois de plus, au moins 3 fois de plus, le modèle OSI que j'ai couvert avec vous. Ça va vous permettre de mieux comprendre le modèle OSI. Si vous comprenez ça, les gars, c'est fini. Si vous comprenez ça, c'est fini. OK, donc quand on parlait du modèle OSI, on a dit qu'au niveau du modèle OSI, nous avons quoi? Nous avons la sélection du meilleur chemin. Nous avons quoi? L'attribution de l'adresse logique, donc l'adressage logique, c'est-à-dire tout simplement adresse IP, IP, OK? Et quelle est la troisième fonctionnalité? OK? Donc, sélection du meilleur chemin, OK? L'adressage logique. Et puis, nous avons quoi? Protocole de routage. Le protocole de routage également est sélectionné ici. Protocole de routage. Donc, voilà ce que nous allons voir les jours à venir, à compter d'aujourd'hui. Donc, à compter d'aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que le routeur sélectionne le meilleur chemin. OK? Déjà, on sait comment est-ce que l'adressage est fait. On a couvert l'adressage, on a couvert l'adressage logique, que ce soit IPv4 ou IPv6, on a couvert ça dans les moindres détails. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que
le meilleur chemin est sélectionné. Moi, disons, de façon générale d'abord. Et maintenant, on va maintenant rentrer au niveau des protocoles. C'est au niveau des protocoles que nous allons voir maintenant dans les moindres détails. Parce que chaque protocole va sélectionner le mode, et comment on appelle le chemin en fonction de son algorithme. C'est que vous devrez savoir. Chaque protocole va sélectionner le meilleur chemin en fonction de l'algorithme. Il n'y a rien de génie. Ce que vous voyez là, ce sont des êtres humains qui se sont assis et qui ont écrit les algorithmes, les programmes en fait. Et c'est bien réfléchi. On s'assoit là ensemble, on se dit quoi? OK. Si par exemple on faisait, on a trois cas qui sont là comme cela, en analysant, OK? Si on a trois chemins qui sont là, en analysant chaque chemin, en regardant les obstacles de chaque chemin, selon nous, lequel des chemins pourrait être le meilleur pour qu'on puisse arriver vite, en tenant compte de telle chose et puis telle chose. Et puis ensemble, on dit que si on prend ça, ça peut être meilleur. Et puis on implémente l'algorithme, on écrit le programme en fonction de ça. Et le programme fait le choix en fonction de ce qui est déjà prédéfini. Vous voyez, ce qui est déjà prédéfini. Donc, c'est ça les algorithmes. Donc, nous avons les protocoles. C'est pourquoi nous avons plusieurs protocoles qui sont là. Si vous savez comment chacun des protocoles fonctionne, lors de l'implémentation de votre réseau, vous pouvez tout simplement sélectionner ce qui vous convient en toute connaissance de cause. Vous voyez les gars. Donc, aujourd'hui, nous attaquons à nouveau la couche de réseau. Donc, nous allons voir comment est-ce que le routeur va sélectionner le meilleur chemin. OK? Et puis, par la suite, bien sûr, nous allons voir les différents protocoles de routage. Pendant cette formation, nous allons couvrir RIP, OSPF et puis AIGRP. OK? Maintenant, ce que vous devrez savoir, c'est que pour le 6NA 200-301, on nous demande de couvrir seulement OSPF. Donc, je vais donner l'accent sur OSPF. Je vais mettre, à la fin, je vais mettre un enregistrement sur RIP, un ancien enregistrement, pour que vous puissiez regarder. Ça, c'est pour l'ancienne version des 6NA que j'avais déjà fait. Vous pouvez regarder ça pour apprendre. Sinon, dans les programmes de 6NA actuels, il n'y a plus OSP, il n'y a plus RIGRP. Il n'y a plus RIP et puis il n'y a plus AIGRP. AIGRP, on va couvrir ça dans les moindres détails au niveau de 6NP. Aujourd'hui, au niveau de 6NP, je vais couvrir qu'on appelle la surveillance, section monitoring, mirroring, pardon. Comment est-ce que vous pouvez capturer les trafics et puis analyser dans les réseaux pour détecter les trafics inappropriés. Je vais couvrir ça avec eux aujourd'hui. Si c'est fini ça, à partir de la séance prochaine, je vais commencer AIGRP avec eux. Et puis, on va couvrir également BGP. C'est le point clé même de CCNP qui est là. BGP. OK? Je vais couvrir BGP. Maintenant, il y a un point que j'aimerais souligner avec vous. Je veux que chacun écrive ça quelque part pour ne pas qu'après ça vous échappe. Vous avez remarqué que pendant cette formation, malheureusement, il y a eu beaucoup de perturbances. Comment on dit ça? OK? On n'a pas pu vraiment travailler convenablement parce que plusieurs fois j'ai été absent. Et bon, même si les enrichissements sont là, mais personnellement, je préfère le live, là comme cela. Voilà, vous pouvez également poser des questions. Bon, les enrichissements, c'est la même chose, hein. C'est juste que voilà, si vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas poser de questions vu que je suis pas là. Donc, pour cette raison, qu'est-ce que vous formez, les gars? Vous n'avez pas à avoir peur et vous pouvez compter sur nous pour ça. Nous sommes là jusqu'à l'instant. Yes. Ok, donc écrivez ça quelque part pour ne pas que ça vous échappe. Là, au moment venu, c'est en décembre, on va commencer une nouvelle vague. Je pense même le 10 décembre, au moment venu pour qu'on puisse prendre ça en compte. Ok, donc on continue là. Donc voilà, on va bien implémenter AIGRP et puis BGP au niveau de CCNP. Mais pour cette formation CCNA, on nous demande de couvrir seulement OSPF. Mais je vais ajouter RIP pour vous. Je vais également ajouter un ajustement de AIGRP pour que vous puissiez déjà être en contact avec ces trucs-là. Vous puissiez également les implémenter déjà. OK? On y va. Donc, on va continuer. Maintenant, les fonctionnalités au niveau de la cour de transport, pour ne pas dire au niveau, qu'on appelle du routeur, quelles sont les fonctionnalités du routeur en question? Deux fonctionnalités fondamentales d'un routeur. Détermination du meilleur chemin d'acheminement des paquets. Regardez, vous quittez un point A, suivez bien, vous quittez un point A, vous allez à un point B. Maintenant, lorsque vous avez quitté le point A, voici, vous êtes ici, vous quittez le point A, vous arrivez à un point B. Maintenant, quand vous êtes arrivé ici, vous êtes arrivé à un carrefour. Maintenant, il y a trois chemins. OK? Il y a un chemin qui va là, il y a un chemin qui passe là, et puis il y a un chemin qui est là. Maintenant, lequel des chemins allez-vous emprunter?
Ça va dépendre. Ça va dépendre, n'est-ce pas? Ça va dépendre. Si par exemple, vous êtes pressé, écoutez bien ce que je dis. Si par exemple, vous êtes pressé, OK? Vous allez bien faire votre choix. Parce que parmi les trois chemins, il y a un chemin qui est plus long. OK? Il y a un chemin qui est plus court et puis il y a un chemin qui est raisonnable. Maintenant, le trafic également, c'est-à-dire l'état de la voie, l'état de la route également est pris en compte. Le chemin qui est plus long est peut-être le chemin le plus bon. C'est possible, non? Je prends un exemple ici. Vous avez par exemple des escales ici, des escales ici. OK? Mais avec ce chemin-là, voici le coût ici. Vous avez ici, par exemple, je vais prendre en termes de transport, vous devez dépenser ici, par exemple, 3 000. Un instant, je vais prendre plutôt. Ça passe pour le. OK? Je vais prendre plutôt ici, par exemple, $50. Et puis ici, de cette ville, ça c'est notre itinéraire point A, B, OK, C, D. Attendez, je vais finir ici. Donc ici, c'est $50. Ici, c'est $50. Donc, au total, ça fait $150. Ici, nous avons $30, $70, $80, $10. Et puis ici, nous avons, OK, $100, $300. Donc, regardez là. OK. Oui. Donc, ici, si on calcule les coûts, le premier chemin nous coûte combien? $150. Le second chemin nous coûte combien? $400. Le troisième chemin nous coûte combien? On a ici $190. Maintenant, en matière de temps, si vous voulez emprunter le second chemin qui est là, ça va vous prendre 1 heure de temps. Suivez bien ce que je fais là. Je vais faire sortir quelque chose ici. Ça va vous prendre 1 heure de temps. Si vous voulez emprunter le, comment on appelle, le troisième chemin qui est là, ça va vous prendre par exemple 2 heures de temps. Si vous voulez emprunter le premier chemin qui est là, ça va vous prendre 3 heures de temps. Maintenant, faites votre choix. Et regardez là, les gars. Vous avez ici, le premier chemin coûte seulement $150, n'est-ce pas? Mais si vous empruntez le premier chemin, vous allez faire 3 heures en route. Le second chemin coûte seulement 1 heure de temps, OK, pour arriver à destination. Mais ça vous coûte comme des dollars? $400. Parti. Le troisième chemin vous prend 2 heures, mais vous coûte $190. Est-ce qu'on se comprend, les gars? Je vais faire sortir quelque chose pour que vous puissiez comprendre comment les algorithmes fonctionnent. Donc, ici, pour faire le choix ici, notre choix ici sera influencé par d'autres facteurs, tels que par exemple le rendez-vous que nous avons. Est-ce que nous avons un rendez-vous important? Est-ce que le temps est un enjeu pour nous? Est-ce que, comment on appelle, nous travaillons contre le temps? Je prends un exemple. Vous allez pour un business, pour une affaire par exemple, et puis vous n'avez pas beaucoup de temps. Le temps de voyage ne doit pas dépasser 1 heure ou 1 heure 10 minutes. Vous arrivez à ces carrefours-là, vous allez emprunter quelle voie? Vous n'avez pas le choix. Même si cette voie-là est la voie la plus, qu'on appelle, on dit quoi? Je voulais parler anglais, expensive, la plus coûteuse, yes, la voie la plus coûteuse ici, $400, ça a presque triplé, hein, la dépense de l'autre voie. Mais vu que ici, vous allez en affaires, vous n'avez pas le temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez emprunter ça. C'est la même chose. Quand vous voulez voyager pour aller dans un autre pays, OK? Vous pouvez soit voyager à travers la voie terrestre, en prenant un bus ou un car. Vous pouvez aller avec votre propre véhicule personnel. Vous pouvez voyager avec le train. Vous pouvez voyager avec l'avion. Vous voyez, le prix n'est pas la même chose. Le prix de l'avion va peut-être faire 5 fois, ou bien 6 fois, ou bien 10 fois le prix du bus. Mais vous préférez souvent aller avec l'avion. Pourquoi? Parce que vous devrez aller vite. C'est les affaires. Vous devrez aller vite et puis revenir vite. Même si ça vous coûte cher. OK? Donc ici, si le temps est un enjeu pour vous, vous allez obligatoirement utiliser le chemin, et comme on appelle le chemin numéro 2 ici. Maintenant, si le temps n'est pas, if the time is not critical to you, at that time, you can expend only $150 and then you are going to spend 3 hours.
Oui. Donc, vous allez, comment on appelle, faire 3 heures en route pour payer 150. Là, vous économisez. Ici, vous n'êtes pas pressé, vous n'allez pas pour une affaire, vous allez juste, vous, en tout cas, vous voulez arriver à destination, même si ça vous prend un jour. OK? Mais vous avez le troisième chemin qui est là, qui vous coûte 150, 190 dollars, mais pour 2 heures. Donc, ici, maintenant, dites-moi, OK? Plutôt que chacun fasse son choix, si vous arrivez au point A, lequel des chemins vous allez choisir? Donc, vous allez automatiquement comprendre que pour faire le choix ici, il y a d'autres choses que vous allez prendre en compte. Est-ce que le temps ici est un enjeu pour moi? Est-ce que je dois vite arriver? OK? Ou bien, est-ce que je vais économiser ici? Si le temps n'est pas un enjeu, si par exemple, je ne suis pas pressé pour aller faire quelque chose, pourquoi dépenser 400 dollars quand il y a 150 dollars qui est là, même si elle fait 3 heures en route? Au moins, vous allez dépenser, vous allez économiser 250 dollars, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs trucs qui sont pris en compte ici. C'est la même chose. Au niveau des routes, quand vous routez les trafics, et puis le trafic arrive au niveau du commutateur, si le trafic n'est pas local, par exemple, si le trafic est destiné à celui-là, le commutateur va tout simplement transférer le trafic à ce commutateur. Mais lorsque le trafic est destiné à un réseau remote, un réseau distant, en ce moment, le commutateur va transférer le trafic à la passerelle par défaut, default gateway. Et maintenant, qu'est-ce que le routeur va faire? Lorsque le routeur a plusieurs chemins qui nous mènent à destination, en ce moment, le routeur doit faire un choix. Maintenant, notez ça quelque part. Le choix du routeur ici va dépendre du protocole qui a été implémenté sur le routeur. Le choix du routeur est dépendant du protocole qui est implémenté. Nous avons plusieurs protocoles de routage que nous implémentons au niveau de la couche 3, lesquels nous avons par exemple le protocole RIP, suivez bien, le protocole OSPF, le protocole AIGRP, Enhanced Integrated Routing Protocol, Open Source Fest, Router Information Protocol. Donc, voici les 3 protocoles qui sont implémentés à notre niveau pour le moment. Quand on va arriver au niveau de CCNP, je vais parler de BGP. Je vais parler de Extended BGP, Integrated BGP, et IBGP, et BGP, BGP. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. C'est pourquoi moi, je vous dis, vous vous concentrez. Faites le sacrifice 3 ans. N'arrêtez pas d'apprendre. Je disais ça au gars de l'administration ce matin, parce qu'il y a dans le cours d'administration ce matin. Administration des serveurs Linux, bien sûr. Je disais ça également. Continuez d'apprendre. Chaque formation, même si vous avez compris 50% de chaque formation, 50% plus 50% plus. Quand vous accumulez comme ça, vous prenez au moins 6 formations, 7 formations, 10 formations, 20 formations d'ici. Moi, j'ai suivi plus de 20 formations. D'ici 3 ans, vous pouvez suivre plus de 20 formations. Mais les un peu que vous avez accumulé là. Même si dans chaque formation, vous avez accumulé peut-être 20 concepts ou 30 concepts. Quand vous ajoutez tout ça là, mais vous devenez un doyen. C'est aussi simple, non? Il dit c'est déjà c'est common sense. Il n'y a rien de secret. C'est ce qu'il vous dit là. Ouais. Donc, on continue ici. Donc, ici, le routeur, ici, une fois le trafic arrive ici, le routeur va sélectionner le chemin en fonction du protocole qui a été implémenté. Comment est-ce que ce protocole fonctionne? On va prendre, comment on appelle RIP, vous allez voir. Donc, on prend le schéma ici. Vous avez ici, donc, le routeur qui est là. OK, donc nous avons un chemin qui est là, qu'on va appeler schéma 1. Vous avez schéma 2 qui est là, qu'on appelle schéma 2. Et puis vous avez le schéma 3 qui est là, qu'on appelle schéma 3. Routeur 1, 2, 3, 4, 5. Regardez ici. Lorsque nous empruntons le chemin 1, nous avons combien de routeurs au milieu? Avant d'arriver à la destination, voici la destination ici. C'est la source. Quand on arrive ici, nous avons combien de routeurs au milieu pour arriver à la destination? On a routeur 2, routeur 5. Donc, on a 2, on appelle ça hop. To hop count. Hop count, donc je vais écrire ici. Hop count. OK, et quoi? Tout. Ici, c'est 2. Quand on emprunte ce chemin, si on prend le chemin du milieu, il y a combien de hop count ici? Un seul. Donc ici, hop count 1. Ici, c'est tout. Ici, c'est 1. Quand on emprunte ce chemin, une fois on arrive à ce routeur, il y a combien de routeurs qui nous laissent pour arriver à destination? 3 routeurs. Donc, hop count ici égale à 3. Qu'est-ce que RIP va faire? Voilà comment est-ce que RIP fait son choix. Suivez bien.
Parce que ce que je donne ici, vous comprenez ça, vous avez compris entièrement le concept de routage. Il reste maintenant l'implémentation. Alors que l'implémentation, c'est très facile. Qu'est-ce que RIP fait? RIP ici va tout simplement regarder le nombre de hop count. Voilà comment est-ce que l'algorithme de RIP a été implémenté. RIP va prendre le nombre de hop count, le nombre le nombre inférieur. Donc, si vous regardez ici, le chemin 1, il y a 2 hops, c'est-à-dire il y a 2 routeurs. Le chemin 2, il y a un seul routeur au milieu. Le chemin 3, il y a 3 routeurs au milieu. Quel est le nombre de routeurs inférieurs ici? C'est le chemin 1. Le chemin 2, pardon, ici. Donc, le chemin 1, qu'est-ce que RIP va faire? RIP va emprunter le chemin 1. Parce qu'ici, le nombre de hop count pour arriver à destination, c'est combien? C'est seulement 1. Donc, voilà comment est-ce que, si vous implémentez RIP dans un réseau, voilà comment est-ce que RIP, l'algorithme de RIP va faire son choix. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça que RIP fonctionne. Mais là, le reste, c'est les détails. Comme je l'ai dit, RIP ne fait plus partie de notre programme, mais je vais mettre un analysement sur ça. Vous regardez tout simplement, vous allez comprendre l'implémentation, vous allez pouvoir implémenter. L'implémentation, c'est ce qui est plus facile. Surtout RIP, avec 3 commandes seulement, vous implémentez RIP. Et très facile encore. Donc, c'est comme ça que RIP fonctionne. Maintenant, allons avec quoi? OSPF. Comme le nom l'indique, OSPF, ça veut dire Shortest Path First. Open Shortest Path First. Regardez, Open Shortest Path First. Comment est-ce que Open Shortest Path First fonctionne? L'algorithme utilisé ici, c'est Distract Shortest Path First algorithme qui est utilisé pour exécuter. Comment est-ce que l'algorithme fait son choix? L'algorithme ici, on appelle tout simplement Link State algorithme. OK? Et ça prend en compte l'état, OK, des liens. Le coût, tout simplement en d'autres termes. Qu'est-ce que Open Shortest Path First va faire ici? Open Shortest Path First ne va pas regarder le nombre de hop count parce que voici l'erreur que RIP commet ici. Qu'est-ce que RIP commet comme erreur? RIP regarde tout simplement le nombre de comptes. Imaginez, en termes de transport, si par exemple ce schéma coûte $500, OK? Si ce schéma coûte $500, c'est ici $100, $100, ici $50, $100, $100. Regardez ici. Qu'est-ce que RIP a fait? Sans réfléchir, RIP a choisi le nombre de sauts, alors que c'est le chemin le plus coûteux qu'il a choisi. Donc, voici le là que RIP commet. RIP ne regarde pas le coût des laits. RIP prend tout simplement les chemins les plus courts, en d'autres termes, les chemins les plus courts. Alors que les chemins les plus courts peut être les chemins les plus quoi? Les plus coûteux. N'est-ce pas, les gars? Les chemins les plus courts peuvent être les chemins les plus coûteux. Parce que je prends un exemple dans la vie de tous les jours. Vous pouvez prendre le chemin le plus court et puis tomber sur, comment on appelle l'embouteillage. Et puis vous allez faire 2 heures en route au lieu de peut-être 30 minutes. C'est vrai, non? C'est ça, non? Vous voyez. Donc, c'est l'erreur que RIP commet qu'elle a. Donc, qu'est-ce que OSPF vient faire? OSPF vient corriger ça. OSPF ne va pas regarder le nombre de sauts, mais OSPF va plutôt prendre en compte le coût. Le coût. Quand OSPF va prendre le coût le moins élevé, c'est qu'est-ce qu'on va arriver sur ça, on va décortiquer ça. OSPF va prendre le coût le moins élevé. Donc ici, nous avons 3 chemins qui sont là. OSPF, au lieu de prendre le chemin le plus court, va faire quoi? Va pas prendre le chemin le plus court, mais va calculer. L'algorithme de OSPF qui est Distract Shortest Path First, l'algorithme va faire quoi? Va calculer le coût. OSPF va prendre chemin 1, calculer le coût. Donc ici, on a combien? 100 plus 100, ça fait combien? 200. Chemin 2, ça fait 500. Chemin 3, 250. Et OSPF va prendre le coût le moins élevé. Donc ici, si c'était OSPF, au lieu de prendre le chemin qui est là, le chemin 2 ici, OSPF va prendre le chemin 1 parce que c'est le coût le moins élevé. Voilà comment est-ce que OSPF fait son choix. Sélection du meilleur chemin. Je suis en train d'expliquer ça. Donc, la sélection du meilleur chemin dépend tout d'abord du protocole qui a été implémenté dans les réseaux. Parce que chaque protocole exécute un algorithme qui a des règles prédéfinies par nous les humains, parce que les algorithmes, c'est nous qui les écrivons. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'étudier les sciences informatiques. J'ai fait un cycle ingénieur en sciences informatiques. Donc, il y a certains trucs que j'ai compris et qui m'ont facilité un peu la chose. Mais j'essaie de vous faciliter ça en langage humain facilement pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe, sans pour autant aller étudier certaines choses. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Vous voyez. Est-ce que c'est clair? Maintenant, arrive le concept de AIGRP. Moi, je recommande à mes sédimètres de
se déconnecter et puis se concentrer sur l'enregistrement parce que nous avons déjà fini la séance d'aujourd'hui. J'ai déjà expliqué tous les concepts. Donc, on va maintenant aller dans la présentation. Donc, c'est mieux de faire quelque chose d'autre et puis, une fois l'enregistrement en ligne, vous puissiez regarder ça. C'est mieux, quoi. Sinon, vous n'allez rien comprendre par la suite. Donc, qu'est-ce que AIGRP va faire? AIGRP va venir prendre en compte les deux. Je m'arrête ici pour le moment. AIGRP va prendre RIP et OSPF en compte. Donc, je viens d'expliquer comment RIP agit, comment OSPF agit. AIGRP, c'est une combinaison des deux tout simplement. Donc, on s'arrête ici pour côté. J'espère que le concept de routage est clair pour tout le monde maintenant. Maintenant, ça nous reste l'implémentation. On y va. Donc, je viens d'expliquer la détermination du meilleur chemin d'acheminement des paquets. Donc, lorsque le paquet va arriver là, le choix se fera en fonction du protocole qui est implémenté. Maintenant, ça, c'est clair pour tout le monde. En fonction du protocole qui est implémenté, le choix sera fait. OK? Si c'est RIP, si c'est OSPF, si c'est AIGRP. Il y a également ISIS, Intermediary System to Intermediary System. Mais on ne donne plus ça dans, comment on appelle, CCNA. IS, Intermediary System to Intermediary System. C'est une propriété de Cisco. Maintenant, transfert des paquets vers la destination. Donc, voici les deux fonctionnalités. Une fois le chemin est déterminé, le paquet est maintenant acheminé vers la destination. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je parle un peu fort dans ma tête. Là. Je vais parler un peu. All right. OK? Good. Donc, en création de tableaux de routage. Donc, comme je le disais, je viens de parler de trois protocoles RIP, OSPF et AIGRP. OK? Et pour le moment, on s'arrête là. On va voir l'implémentation devant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des routeurs, au niveau des commutateurs, on avait dit quoi? Le commutateur a une base de données, n'est-ce pas? Le commutateur a un tableau qu'on appelle CAM, Content Addressable Memory, ou un tableau d'adresse MAC. Donc, le commutateur, quand on connaît le commutateur dans le commutateur va apprendre, va remplir son tableau d'adresse MAC, le tableau CAM. Ça constitue sa base de données. Et cette base de données-là va contribuer à la prise de décision, va aider le commutateur de prendre des décisions rapidement, de transférer les données. Au lieu de diffuser l'information dans tout le réseau, avec ce tableau-là, le commutateur se réfère à ça et puis peut tout simplement faire quoi? Peut tout simplement transférer l'information vers la destination sans diffuser l'information. De la même façon, le routeur également a un tableau qu'on appelle tableau de routage. C'est quoi le tableau de routage du routeur? À partir de ce schéma-là, le routeur va créer un tableau de routage. Et le tableau de routage, c'est tout simplement une entrée, OK? C'est une base de données pour le routeur. Le routeur va garder ça. Par exemple, vous avez le routeur 1 qui est là. Le routeur 1 aura un tableau de routage. Un exemple que vous puissiez voir. Aura un tableau comme cela. Donc, ça, c'est le routeur 1. Et ça sera indiqué. L'interface gigabyte 0 slash. Ici, c'est gigabyte 0 slash 0. L'interface gigabyte 0 slash 0. Le routeur 1 va dire quoi? Nous conduire, OK? Et au réseau, au routeur 2. Nous conduire au routeur 2. OK? L'interface gigabyte 0 slash 1 nous conduit au routeur 5. L'interface gigabyte 0 slash 2 nous conduit au routeur 3. OK? Donc, le routeur va garder ces informations-là. Maintenant, ça ne s'arrête pas là seulement. C'est que quand on va arriver sur ce topic-là, je vais décortiquer dans les moindres détails les différentes bases de données. Parce que nous avons trois bases de données. Nous avons le tableau de routage qui constitue une base de données. Nous avons le tableau de voisinage. OK? Ce que je viens de donner là, c'est le tableau de voisinage. OK? C'est le tableau de voisinage que je viens de donner comme ça. Maintenant, nous avons également le tableau de coûts. Tout à l'heure, j'ai parlé des coûts que le routeur va calculer le coût et prendre le coût le moins élevé pour prendre la décision. Nous avons également une base de données de coûts. OK? Donc, le routeur a toutes ces bases de données, mais on va les apprendre étape par étape. Vous voyez? Donc, le routeur a cette base de données. Maintenant, aujourd'hui, de quoi il est question ici? Il est question du tableau de routage. Le tableau de routage va faire quoi? Par exemple, dans notre réseau, je prends un petit réseau, nous avons 5 différents réseaux. Qu'est-ce qui va se passer dans le tableau de routage? Dans le tableau de routage, nous aurons les informations
par exemple, du protocole implémenté. Par exemple, nous avons le réseau 10.0 qui est là, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0. Qu'est-ce que le tableau de routage va faire? Le tableau de routage va nous indiquer tout simplement, pour arriver au réseau 10.0, on passe par quel réseau ou on passe par quelle interface. Et puis, ça sera mentionné ici, par exemple, F0/1, OK? À travers, s'il y a un réseau intermédiaire qui nous permet d'avoir accès au réseau 10.1, ce réseau également sera mentionné. Que ce réseau est joignable via, vous allez voir dans le tableau de résultats, via, par exemple, le 20.0. Donc, ce sont ces informations qui seront dans le tableau de routage. Donc, vous pouvez voir ici. Dans le tableau de routage, nous aurons les informations telles que les réseaux directement connectés. Donc, lorsque le réseau est directement connecté, vous n'allez pas voir via. Mais lorsque le réseau est à distance, un réseau distant, vous allez voir, par exemple, un indicateur via qui dit que c'est connecté via ces réseaux-là. OK? Donc, les éléments que vous allez trouver dans le tableau de routage, nous avons les réseaux directement connectés. Les réseaux directement connectés sont les réseaux qui sont directement connectés au routeur. Vous avez par exemple le routeur qui est là. Sur le réseau-là, par exemple, vous avez 10.0 ici et puis vous avez 20.0 ici. Ces deux réseaux sont directement connectés au routeur. Donc, ces réseaux-là, dans les tableaux de routage, seront mentionnés directement connectés. Il n'y a rien de tel. C'est très facile. Maintenant, nous aurons également ce qu'on appelle les réseaux locaux. Les réseaux locaux, c'est également ces mêmes réseaux-là. Mais le réseau sera local à cette interface. Donc, quand vous voyez une adresse de 20.1 ici, par exemple, sera indiqué local, réseau local. Ici également, réseau local. Donc, réseau local et puis réseau directement connecté, ce sont les mêmes choses. Maintenant, l'indicateur, si vous voyez L, ça veut dire local. Si vous voyez C, ça veut dire connected, directly connected. Maintenant, vous aurez les réseaux distants. Les réseaux qui ne sont pas directement connectés au routeur. Un réseau apprend des réseaux distants de deux manières différentes. De façon statique ou de façon dynamique. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'implémentation des protocoles, nous avons des implémentations de protocoles. Nous avons l'implémentation statique et puis l'implémentation dynamique. On va couvrir les deux. La séance prochaine, d'ailleurs, nous allons couvrir l'implémentation statique. Et puis les jours à suivre, on va couvrir l'implémentation dynamique. Nous tendons maintenant vers la fin de la formation. Donc, essayez de vous concentrer parce qu'on a commencé le concept de routage et c'est très important, c'est très intéressant. OK, les gars. Alright. Donc, on continue là. Donc, ça peut se faire, les réseaux qui sont à distance peuvent se faire de différentes manières. En implémentant de façon statique, c'est-à-dire nous allons remplir les tableaux de routage. On va venir dans le tableau de routage du routeur et puis on va dire que, OK, ce réseau 10-là est joignable via les réseaux 20. Ce réseau 30 est joignable via les réseaux 10, ainsi de suite. Nous-mêmes, nous allons remplir le tableau ici. C'est-à-dire, on va donner des directives. On va faire le travail à la place du routeur. OK? Donc, ajouter à la table du routage lorsqu'un itinéraire est configuré manuellement. Et nous avons l'autre manière qui est la manière dynamique. Ici, on va tout simplement configurer le routeur à partir des algorithmes de routeur. Le routeur même va faire des calculs et va détecter. OK? Automatiquement, nous n'avons pas besoin d'intervenir. Ici, le routeur va faire le travail. Mais comme vous pouvez le savoir, il y aura une utilisation des CPU. Donc, ce qui va faire qu'ici, l'utilisation des ressources dans le réseau sera beaucoup. Donc, voici les deux façons de le faire. Maintenant, nous avons le routage par défaut. Si, par exemple, vous allez dans un village, vous arrivez dans le village, OK? Vous allez dans un village, vous arrivez dans le village, vous ne savez pas où dormir. Où est-ce que vous allez vous rendre? C'est le chef du village. C'est là-bas qu'on va vous accueillir. Quand vous allez dans un village, la première des choses, si dans le village, vos parents n'y sont pas, on va vous accueillir chez le chef du village. Le routeur par défaut, c'est la même chose. Quand un paquet doit être envoyé quelque part, et puis le routeur détecte que le paquet n'est pas au niveau local, c'est-à-dire le routeur ne connaît pas la destination. Le routeur va tout simplement jeter le trafic, le paquet à l'adresse de routage par défaut que nous allons définir. Donc, lorsque, par exemple, vous allez sur Internet, la destination n'est pas locale et puis la destination n'est pas connue par le routeur. Donc, le routeur va toujours envoyer l'adresse au routeur par défaut. Par défaut, ça veut dire, par défaut, si elle ne connaît pas la destination par défaut, il faut envoyer ça à cette adresse-là. Et généralement, quand on configure,
L'adresse par défaut, on donne 0.0.0.0. C'est pourquoi on appelle l'adresse 0.0.0.0 l'adresse de l'Internet. OK? Donc, ces informations seront contenues dans le tableau de routage. Vous pouvez voir un exemple de tableau de routage là. Et il n'a même pas mis une image. Attendez, je vais prendre une image là, vous allez voir. Vous êtes fâché aujourd'hui, hein. Pourquoi vous êtes connecté beaucoup nombreux quoi? Souvent, on fait courir seulement 6 personnes et 4 personnes. Aujourd'hui, vous êtes connectés comme ça. All right. OK. Donc, route table. Route table. Donc, je vais mettre là. IP route table. Donc, pour voir ça, c'est un tableau de routage qui est là. OK, mais c'est pas ce que je vous montrer là. Et donc, vous pouvez voir ici le tableau qui est là. OK? Donc, vous avez ici ces informations. Tout à l'heure, j'ai parlé de C, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Il y a quand on va arriver, je pense qu'aujourd'hui, on va couvrir ça si le temps permet. Il y a ces indicateurs-là, mais pour le moment, on ne va pas rentrer dans ça. OK? Donc, vous pouvez voir quelque part ici. C'est là. Default candidate, ok, je peux pas tout. Default candidate qui est là. Vous avez OSPF qui est là. Vous avez RIP, vous avez BBGP, vous avez S statique, ainsi de suite. Donc, on va arriver sur ça, on va décortiquer ça. Vous pouvez voir ici les différents réseaux. On dit quoi? Directly connected. OK? Via. On dit quoi? Ce réseau est accessible via ce réseau-là, à travers cette interface. Vous voyez là. Donc, ce sont des trucs, si vous étudiez, vous allez connaître. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez jamais connaître. Ce n'est rien de génie. Tout ce que vous voyez là, quand on exécute et puis le tuteur vient là, tout, on peut commenter tout, on lit tout, on peut lire tout. OK? C'est pourquoi souvent je dis, par exemple, pour rigoler un peu, il faut avoir le troisième œil pour ça, c'est-à-dire l'œil de l'informaticien, celui qui comprend, pour comprendre certains. Là, comme ça, tout ce qui sort là, même au niveau du lycée, matin, il est en train de pratiquer avec les gars au niveau de l'administration des serveurs Linux. C'est la même chose. Là-bas également, il y a beaucoup de trucs qui viennent. Mais quand tu apprends, tu vas connaître. Quiconque cherche trouvera. Oui. Donc, vous êtes à la recherche, vous allez trouver. Seulement lui qui ne cherche pas ne trouve pas. OK? Donc, ça, c'est le tableau. C'est un exemple de tableau. On va arriver sur ça tout à l'heure. OK? Donc, paquet vient. Donc, transmission des paquets. OK? Donc, bon, je pense qu'on a déjà parlé de ça. On va continuer. Donc, révision de la configuration de base de route. Déjà, tout le monde sait comment configurer comment on appelle, la configuration basique d'une route. Donc, je vais passer juste sur ça parce que tout le monde connaît ça. On a répété ça plusieurs fois. Enable, configure, terminal, hostname, enable, secret line, console, password, tout, line VTY. Parce qu'on a appris à configurer SSH, non? Donc, c'est la même chose là. SSH, OK, transport input. Voilà, donc tout le monde connaît ça déjà. On va continuer. OK. Commande de vérification, rentrer ici, sortir ici. OK. Maintenant, les commandes de filtrage également, on connaît ces commandes de filtrage là. On va tout simplement continuer. Et il y a M. Mamadou qui vient de se connecter. Je vous recommande de vous déconnecter puis faire quelque chose d'autre. Et puis, vous allez regarder l'enregistrement parce que nous, on a déjà fini le concept. Lorsque vous manquez le concept comme ça, les restes là, vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est mieux s'il y a quelque chose d'autre à faire, il faut profiter en même temps pour faire ça. Là, vous allez prendre le temps de ça pour regarder l'enregistrement plus tard. Il y a, comment on appelle, M. Dimitri également qui était connecté et puis il lui a demandé la même chose. Donc, c'est mieux, quoi. Donc, il y a une activité particulière qui est là. Essayez de faire ça. Donc, attendez, je vais vous montrer ça. Et en tout cas, je tenais à féliciter M. Mahamat qui pratique. À tout moment, tous les jours, il pratique et puis m'envoie les travaux. Et vous savez, quand vous pratiquez comme cela, moi, je suis passé par là. Donc, quand je vois quelqu'un qui va arriver facilement, et je sais. Façon, il travaille, je suis sûr et certain
que c'est juste une question de temps. Il va avoir de très bons résultats. Parce qu'en forgeant, on devient forgeron. Tout simplement. Ça ne ment pas. Il fait toutes les activités, même sans que je demande. À chaque fois qu'on couvre un topic, automatiquement, il fait et puis il m'envoie. Et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Quand c'est comme ça, quand vous me contactez pour quelque chose, je suis disponible à 100%. Quand vous travaillez comme cela, parce que quand vous travaillez comme cela, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et quand c'est comme ça, il y a d'autres questions qui vont venir. Quand moi je vois que la question est compliquée, que je dois intervenir, j'interviens. Mais quand vous me posez une question et puis je sais qu'on a couvert ça, je sais que si vous pratiquez ça là, vous n'allez pas poser ce genre de questions-là. Quand c'est comme ça, moi, là, ça me décourage. Ouais. C'est pourquoi je veux que vous pratiquiez, les gars. Mettez-vous au travail. Pour ceux qui font et qui ne m'envoient pas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est trouve que vous n'avez pas encore commencé, il faut commencer puis mettez-vous au travail. Seul le travail paie. Il faut vous investir dedans à 100%. Vous allez avoir de très bons résultats. Et puis, arrivé à un certain, vous pouvez contacter M. Mahama pour voir. OK? Maintenant, je suis sûr que c'est devenu facile pour lui. Parce que tout ce qu'il m'envoie est à 100% partout. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué. L'habitude est une seconde nature. Ouais. Donc, il faut vous habituer à ça. Mettez-vous au travail. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. OK, les gars. Donc, je viens là. Les pratiques, ou les pratiques, bien sûr. Bon, ça là, c'est juste une révision sur ces pratiques-là. C'est dans pratique. Donc, allez-y dans activité, module 2. Donc, voilà. C'est chapitre 14. OK? Donc, vous voyez qu'on a pratiquement fini le module 2. Chapitre 14. La séance prochaine, on va finir le module 2. La séance, je pense qu'on a cours, je sais pas, lundi ou mardi. Lundi, on va finir le module 2. Et puis, on a cours mercredi, non? Ouais, je sais pas. C'est que si il nous reste une seule séance pour finir le module 2 et puis on va attaquer le module 3, la séance qui va suivre. OK? Donc, pour voir, si vous venez ici, nous avons une seule activité qui est là. Donc, vous venez, vous faites ça, tout simplement. Vous téléchargez et puis vous faites. OK? Donc, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, comment vous pouvez travailler. Donc, faites-le. Et puis voilà. Donc, après ça, vous allez voir, à partir de la séance prochaine, on va maintenant commencer la configuration du routage statique. Et nous, sur le test continue, il nous laisse un peu de temps. Donc, faites ça et puis check. Tableau de routage. Donc, on revient encore sur le tableau de routage. Tout à l'heure, j'ai parlé du tableau de routage. Donc, le tableau de routage contient une liste d'itinéraires, OK, vers des réseaux connus préfixes, OK, et longueur de préfixe. La source de cette information est dérivée des éléments suivants. Réseau. Donc, quand vous prenez le tableau de routage, voilà comment est-ce que vous pouvez lire le tableau de routage. Vous avez les réseaux connectés directement, vous avez le réseau statique et puis vous avez le protocole dynamique, le protocole de routage dynamique. Donc, quand vous prenez le tableau de routage, vous avez toutes ces informations. Quand vous voyez, et comme on appelle la source de chaque itinéraire, dans le tableau de routage est identifié par un code. Donc, vous avez les codes qui sont là, par un code. Les codes communs comprennent, OK, les éléments suivants. Vous avez L. Quand vous voyez L, ça veut dire local. OK, identifie l'adresse assignée à une interface du routeur. Donc, lorsque l'adresse, si vous allez sur un routeur et puis vous voulez savoir quelle est l'adresse de l'interface du routeur, vous pouvez soit aller avec Show IP Interface Brief, ou bien vous pouvez aller avec, attendez, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse, pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi je parle ici. OK, très ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer le côté théorique seulement, c'est pourquoi vous voyez qu'il ne pratique pas. C'est la séance prochaine, on va implémenter le routage statique et puis maintenant, on va continuer avec le routage dynamique. Bien, je vais prendre un ancien scénario là. Donc, là, voici un ancien scénario qui est là. Ah, ça n'a pas été configuré entièrement. Hein. Quand je vais prendre un autre scénario. C'est pas ce que je veux. C'est Shell Media. Je prends normal OSPF.
OK, ça c'est bon. Donc, je viens dans le tableau de routage de ce routeur et puis je vous montre là. Donc, la commande c'est show IP route, show IP route, pardon. Et puis, c'est le tableau qui est là, hein. Donc, vous pouvez voir les tableaux ici. Donc, nous avons les indicateurs. Les codes là sont déjà donnés là. Vous voyez, on vous donne même we are giving some guides here so that you can refer to those guides to identify whatever the code you can see here. Vous voyez. Donc, ici, nous avons, par exemple, L, ça veut dire local. Lorsque le réseau est local à cette interface, vous allez voir. Regardez ici. Vous avez ici L. Regardez ici L, 10.1. Ça veut dire qu'il est directement connecté à l'interface du routeur Gigabyte 0/0. OK? L'interface du routeur Gigabyte 0/0. Et si on vient sur le routeur ici, vous allez voir ici, Gigabyte 0/0. Regardez ici. Et c'est quoi ici? 10.1. Donc, vous pouvez voir l'adresse de l'interface de cette manière-là. Ou bien vous pouvez également voir ça en allant tout simplement avec Show IP Interface Brief. Et ici, vous allez voir, regardez ici, Gigabyte 0/0. Et ici, vous pouvez voir. OK? C'est simple, non, les gars? Donc, c'est deux façons de voir ça, deux façons différentes. Vous pouvez identifier ça à partir du tableau de routage en regardant le tableau de routage. Mais ça, c'est lorsque vous comprenez le tableau de routage. Si vous ne comprenez pas le tableau de routage, vous regardez ça de cette façon. Mais Dieu merci, vous êtes là pour utiliser les réseaux. Donc, tout le monde doit comprendre le tableau de routage. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons décortiquer maintenant. Donc, quand vous regardez les codes au niveau du tableau de routage, vous avez les codes pour différentes options. Lorsqu'il s'agit d'un réseau local qui est connecté à l'interface en question, vous allez voir L. Et regardez ici dans le tableau de routage, vous avez L ici. C'est local. Si vous voyez C, ça veut dire que c'est un réseau qui est connecté à ce... C'est un réseau direct, en fait, qui est local également. Un réseau directement connecté à ce routeur en question. Vous voyez C ici, et vous voyez ici, OK, 10.0. Vous pouvez voir ici l'index ici, l'index 10.0 ici, /24. On dit quoi? It is directly connected. Directly connected. Et puis nous avons une interface loopback. Pour le moment, vous ne savez pas ce que ça, on va arriver sur ça très bientôt. OK, mais it is directly connected. Vous pouvez voir ici. Le réseau 10. Si vous voyez ici encore C, 10, OK, directly connected. Si vous venez ici encore, le 30, directly connected. Vous voyez les gars. 10, directly connected, 30, directly connected, ainsi de suite. Donc, je reviens là. OK. Vous pouvez voir, ça continue, le tableau est un peu costaud. Donc, vous, partout où vous voyez C, ça veut dire direct. Donc, vous avez 10, vous avez 30, vous avez 20 également direct connected. OK? Vous avez également 70 direct connected. Vous pouvez voir les schémas ici. Donc, vous avez celui-là, c'est 70. Ici, c'est 10, 20, 30, 70. Donc, il y a 4 direct connected. Donc, quand vous regardez dans les tableaux de routage, vous allez trouver qu'il y a 4 réseaux direct connected. Partout où vous voyez C, regardez, on a un C ici, un C ici, un C ici, un C ici. Non, on dit 5 ici. Un instant, je vais voir ici. Un, 2, 3, 4. Attendez, je vais le voir ici. C ici. 10. Ok, ça c'est le même. Ok, ça c'est le même, c'est les mêmes 10 là. On a C ici, le 20. C ici, le 30. C ici, le 70. Donc, voici les 4 réseaux directement connectés. Donc, quand vous voyez, et comment on appelle L, ça veut dire local, un réseau local, vous pouvez voir. Après le C, vous allez toujours voir L. Parce que le C qui est directement connecté, il y a la passerelle qui est là. Par exemple, le C directement connecté, c'est 10.1 ici, sur 10.0. Et la première adresse qui est directement connectée, c'est 10.1. Et vous voyez, c'est L ici. Maintenant, vous avez le code S. Lorsque c'est un routage statique qui est configuré, vous allez voir dans le tableau de routage l'indicateur S qui veut dire tout ce qui est le réseau. Le protocole implémenté ici est le routage statique. Maintenant, si c'est le protocole de routage dynamique qui a été implémenté, vous avez R qui est là. R, ça veut dire RIP, Router Information Protocol. Mais ici, vous voyez qu'il n'y a pas R parce que ce n'est pas RIP qui a été implémenté. Si c'est BGP, si c'est M, vous allez voir M. Si c'est BGP, vous allez voir B. Si c'est D, si c'est AIGRP, vous allez voir D. Si c'est Extended AIGRP, c'est qu'on va couvrir ces options-là au niveau de CCNP. OK? Si c'est OSPF, vous allez voir O. Regardez ici dans le tableau ici. Est-ce que vous ne voyez pas O quelque part? Vous voyez O ici, ça veut dire tout simplement que c'est un protocole de routage OSPF, Open Source Path First, qui a été implémenté. Donc, vous allez voir dans le tableau de routage O, 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 O. Regardez ici. O. Et vous voyez quelque part ici, on dit quoi? Le réseau 168.40.0 est quoi? 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 168.40.0 est quoi?
accessible via, à partir de cet instant. Si on revient ici, regardez ici, c'est le réseau 40, on dit ce réseau-là, il est accessible à partir du réseau via les réseaux 20 ici. Donc, pour avoir accès à ça, on doit passer par ici. Et vous pouvez voir, si je vais en mode simulation, vous allez voir ici, si par exemple, je veux venir ici, quelque part ici, regardez où le paquet sera envoyé. Le paquet sera envoyé ici, à partir d'ici. Parce que c'est ce qu'on nous informe. Ou même si c'est ici, je viens, c'est ici. Donc, vous allez voir, le paquet sera envoyé à partir de... Parce que dans le tableau de routage, on nous dit qu'il est accessible via cette... C'est le chemin primaire. C'est le chemin primaire qui est là. C'est s'il y a une défaillance ici, par exemple, ici, nous avons une redondance. S'il y a une défaillance ici, en ce moment, maintenant, nous allons emprunter le second chemin. Les gars, au niveau de CCNP, je vais décortiquer dans les moindres détails comment est-ce que les choses fonctionnent vraiment. Il y a des choses intéressantes à apprendre, hein. Mais si vous n'apprenez pas, vous ne saurez jamais. Okay? Donc, regardez ce qui va se passer là. Donc, vous voyez, c'est ce chemin en question. Parce que dans le tableau de routage, et si vous venez ici, regardez ici, tout est ici également. Si vous venez ici, vous allez voir ce qui est défini ici. Ce n'est pas au hasard que ça, c'est écrit ici. Vous voyez, tout ça, ça signifie quelque chose. Mais pour le moment, on va pas rentrer là-bas. OK, guys. Donc, vous voyez là, tout est là. Il n'y a rien de génie. Et si vous revenez dans le tableau de routage ici, vous allez voir que c'est parce que ça a été défini ici. Et quelle est la distance administrative? 110. Au SPF, on va voir la distance administrative si le temps permet aujourd'hui. Au SPF, la distance administrative par défaut, c'est 110. Et quelle est la priorité de l'interface? 128. C'est bien ça. OK? Donc, vous voyez, et voici l'interface en question. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez lire le tableau de routage. C'est ça le tableau de routage, il n'y a rien d'autre. À partir même des codes qui sont ici. Donc, même si ce n'est pas vous qui avez implémenté les réseaux, si ce n'est pas vous qui avez configuré les réseaux, peut-être vous êtes un nouveau, voilà, et voilà, vous venez d'être engagé dans l'entreprise nouvellement, et maintenant, voilà, vous devrez gérer les réseaux. Donc, la première des choses, avant même de commencer la configuration, vous pouvez venir ici voir d'abord le tableau. En voyant le tableau, vous pouvez déjà comprendre la structure, okay, du réseau. Il y a également une autre commande que je n'ai pas encore exécutée, show CDP. CDP, c'est une commande dangereuse qu'on demande d'ailleurs, pour des raisons de sécurité, de désactiver dans les réseaux. Parce que CDP, quand c'est activé, si un hacker a accès à votre réseau, c'est fini pour vous. CDP montre tout simplement une, et je ne sais pas s'il y a des cartographies ou c'est quoi, mais une topologie du réseau. Avec la commande CDP, vous pouvez savoir, vous pouvez tout simplement reconstruire le réseau sans même voir les réseaux. Vous exécutez CDP, vous pouvez reconstruire les réseaux entièrement. C'est pourquoi il faut désactiver ça, CDP. OK? Il faut désactiver CDP. Je vais voir si je vais parler un peu de ça, OK, pour vous donner un peu de goût. Mais je viens de subir ça, donc faire des recherches sur ça. C'est très intéressant. Mais il est recommandé de ne pas activer CDP parce que c'est dangereux en termes de sécurité, en fait. OK, donc vous voyez ici à partir de IP route, nous avons le tableau de routage et nous pouvons lier tous les réseaux qui sont, regardez ici, à partir du tableau de vous pouvez savoir qu'il y a les réseaux 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc nous avons tous ces réseaux-là disponibles dans notre réseau ici. À partir du routeur-là, vous voyez tous ces réseaux. Okay. Maintenant, CDP maintenant vient nous donner maintenant une carte de ces réseaux-là. Vous voyez. Donc si on revient ici, vous pouvez voir, effectivement, nous avons les réseaux 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, le routeur a toutes ces entrées dans sa barre, dans son tableau de routage. C'est pourquoi il arrive à prendre des décisions. Et ce qu'il vient de donner ici, par exemple, c'est quoi? Avec cette barre de données, le routeur peut faire des calculs, peut faire le choix. OK, en allant, je prends ici tout ça pour que vous puissiez comprendre. Le routeur dans son tableau ici, c'est déjà dit quoi? Si tu veux aller au réseau 40, il faut passer par les réseaux 20. Si tu veux aller au réseau 50, il faut passer par les réseaux 30. Si tu veux aller au réseau 60, il faut passer par les réseaux 20. Regardez là, c'est déjà défini là. Maintenant, il y a une autre barre de données show, et qu'on appelle, vous avez ici, et quelle est l'option là? What is the option here? Show. C'est quoi là? Show OS, OSP. OK, show IP, yes. OSPF neighbors. Ça, c'est l'autre base de données. Oh, vous pouvez regarder ici. IP, OSPF
database, la base de données, neighbors, virtual links, interfaces, interface. Donc, si vous voulez voir la base de données, database, et puis vous pouvez voir ici la base de données. Rien n'est fait au hasard. Aging, link count. Regardez ici. Tout à l'heure, je vous parlais de link, et qu'on appelle truc normal, on ne va pas rentrer dans ça, mais vous pouvez voir link ID. OK? Advertisement. Aging. Et puis, vous avez neighbors. On va arriver sur ça très bientôt. Et puis ici, vous pouvez voir le voisinage. Priority 0, full, state full, full DR, full BDR, ainsi de suite. Tout ça, ça signifie quelque chose. Mais il faut apprendre pour connaître. OK, on continue. Non, ça c'est la base de données. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est ça là. Sur IP route. C'est ça qui nous intéresse pour le moment. Le reste, là, on va couvrir ça avec le temps. Même au niveau des commutateurs, il y a beaucoup de choses, je n'ai pas parlé avec vos commutateurs, au niveau parce que ça ne vous concerne pas pour le moment. Même le spanning tree qu'on a couvert là, on n'a pas couvert 20% même des spanning tree. Il reste des 80% et couvrir ça au niveau des 6NP. Il y a déjà couvert ça au niveau avec la vague des 6NP. Et aujourd'hui, on va terminer avec ça. OK? Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais si vous apprenez, vous le saurez. Si vous n'apprenez pas, vous ne le saurez pas. Bon, si moi aussi, je vais aller comme cela, on ne va jamais finir, donc on va continuer. Maintenant, dans les tableaux, vous avez également, si vous voyez l'astérisque, le symbole astérisque, ça veut dire tout simplement default candidate. C'est le routage par défaut. OK? Le routage par défaut. Ici, est-ce que nous avons configuré un routage par défaut ici? On n'a pas configuré de routage par défaut. Si on avait configuré le routage par défaut, vous allez voir astérisque. OK? Ça indique tout simplement le routage par défaut. OK? Good. Donc, voilà. Je pense que c'est OK maintenant au niveau du tableau de routage. On va continuer. Maintenant, c'est quoi le routage statique? Wow. Je suis fatigué, là. Attendez, je vais boire de l'eau, là. Maintenant, ceux qui n'ont pas encore fini les frais, là. Aujourd'hui, c'est la dernière séance, hein. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore fini. Vous savez, nous donnons la permission à tout le monde. Nous essayons de faciliter les tâches à tout le monde, mais essayez également de comprendre. OK? Et il faut que vous soyez à jour. Ceux qui ne sont pas à jour, à partir d'aujourd'hui, ils seront retirés et puis voilà. On va continuer. Donc, on continue là. Donc, le routage statique a trois fonctions principales. OK? Donc, nous allons maintenant parler du routage statique et puis routage dynamique. OK, les gars? On va parler de routage statique et puis routage dynamique. Donc, le routage statique, c'est comme le routage statique. Je vais prendre un exemple terre à terre pour que vous puissiez comprendre. D'abord, avant de revenir sur ça. OK? Good. Just to let you- OK? Et vous avez un réseau qui est là. Suivez bien. Suivez bien, les gars. Si vous comprenez ce qu'elle fait, là, c'est fini comme ça. L'implémentation, c'est facile. Vous avez un commutateur qui est là. Vous avez un autre commutateur qui est là. Vous pouvez également avoir un autre commutateur ici après le problème. OK? Donc, nous avons comme des routeurs A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, nous avons quel réseau ici? 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, OK? 110.0, et puis nous avons 120.0. Donc, au total, nous avons combien de réseaux ici? 12 réseaux. Donc, à partir de ce qu'on vient de voir, à partir du tableau de routage qui est là, que nous venons de voir, donc, vous pouvez vous attendre à ce que tous les 20, tous les 12 réseaux soient ici. Parce que le tableau de routage contient toutes les destinations du réseau connu. Si un routeur ne connaît pas un réseau, si un routeur n'a pas de réseau dans son tableau de routage ici,
le routeur en question va envoyer les paquets au candidat par défaut. C'est très important. Le routeur va envoyer le paquet au candidat par défaut. Donc, si vous n'avez pas configuré des candidats par défaut, là maintenant, le routeur va tout simplement rejeter les paquets. Voilà comment est-ce que le routeur va procéder. C'est pourquoi il est important dans les réseaux, si vous savez que vous devrez avoir accès à Internet, vous devrez toujours configurer un candidat par défaut. Parce que les destinations d'Internet ne sont pas connues par le routeur local. Ouais. Donc, il faut configurer un candidat par défaut. Maintenant, regardez ici. Nous avons combien de réseaux normalement ici? Ces réseaux, nous avons comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons seulement 6 réseaux. Mais regardez comment est-ce que le tableau de routage est costaud. Ça a été construit automatiquement parce que nous avons utilisé un protocole de routage dynamique. Je viens sur la différence tout à l'heure. Un protocole de routage dynamique. Maintenant, ici, il est question du protocole de routage statique. C'est quoi le protocole de routage statique? Le protocole de routage statique, lorsque nous voulons implémenter le protocole de routage statique, comme le nom l'indique, nous devrons construire le tableau de routage par nous-mêmes. Nous faisons le travail à la place du routeur. Voici ce que c'est que le protocole de routage statique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que vous, en tant qu'administrateur, vous devrez construire ce tableau de routage vous-même. C'est-à-dire, vous allez sur le routeur et puis vous construisez le tableau de routeur. Vous dites au routeur, si tu veux avoir accès, regardez ici, vous allez venir ici, vous allez dire au routeur, si tu veux avoir accès au réseau 40, il faut passer par le réseau 20 à partir de l'interface 0/1/0. Si tu veux avoir accès au réseau 50, il faut passer par le réseau 30 à partir de l'interface 0/1/1 sur serial 0/1/1. Si tu veux avoir accès au réseau 60, au réseau, par exemple, comme ici, 60, il faut passer par l'interface, il faut passer par le réseau 20 à partir de l'interface serial 0/1/0. Donc, vous-même, vous devrez faire ça. Donc, si par exemple, il y a 20 réseaux, tout à l'heure, l'exemple qui est là, nous avons combien de réseaux? 12 réseaux. Donc, sur ce route-là, vous venez sur ce route, vous venez. Vous dites quoi? Le réseau 10 est directement connecté. Donc, 10 est directement connecté. 20 est directement connecté. 30 est directement connecté. 40 est directement connecté. Maintenant, le travail commence. 50, vous allez dire quoi? 50 est accessible via. C'est vous qui faites tout ça. Via 20. OK? 120 est accessible via quel? 20 encore. OK? 90 est accessible via 20 encore. Vous pouvez également dire via 40. Seulement que si vous prenez via 40, le routeur va faire un grand tour en fait. Donc vous-même, logiquement, vous prenez dans le bon sens en fait. Est-ce que pour aller au 20 là, vous devrez passer par 30 ou 40 ou 20. Vous voyez qu'ici c'est plus court, non? Pour que vous avez seulement deux intermédiaires au milieu. Mais si vous devrez passer par 40, regardez, vous devrez venir ici, venir là, vous vous promenez. Sinon, ça va passer sans problème. Mais c'est juste que, voilà, c'est trop loin en fait. Donc, ouais, c'est comme ça, vous-même, vous devrez faire ça. Et puis, ce qui est bizarre ici, ce qui est dur ici, côté statique là, c'est que vous ne faites pas ça une fois. Vous finissez de faire pour ce routeur-là. Vous venez sur ce routeur également. Vous reprenez à zéro. Et puis, la réalité de chaque routeur est différente. Et regardez ici, si ce routeur, si vous voulez avoir accès au réseau 10, ça sera via 20, n'est-ce pas? Si vous voulez avoir accès au réseau 20, ça sera via 50 routeurs. Donc, voilà comment est-ce que c'est compliqué. Ça, c'est le réseau, le routage statique. Ici, en d'autres termes, vous-même, vous construisez le tableau de routage. C'est ce que ça veut dire. Avec le routage statique, vous-même, vous construisez le tableau de routage. Tout simplement. It is quite easy. It is that much easy if you understand. If the network is quite simple, if you have a small network, at that time we can know, you can go with the static routing. But if the network size is big, that one is a time killing process. Si le réseau est petit, vous pouvez aller avec le routage statique. Mais si le réseau est costaud, mon cher, regardez ici. C'est à quel moment vous allez finir de construire le tableau de routage de ce routeur seul. Si vous finissez ça, vous venez sur le routeur A, sur le routeur B, sur le routeur C, le routeur D, le routeur I, le routeur F, le routeur H. Sur chaque routeur. Et puis, ce qui est compliqué, c'est que chaque routeur a ses réalités. Chaque routeur a ses réalités. OK? Donc, sur chaque routeur, vous devrez encore réfléchir. Vous devrez encore regarder tout le réseau. Et puis même, ici, là, par exemple, ça est devant vous, vous voyez tout.
dans une grande organisation, est-ce que vous êtes assis et puis vous voyez les routeurs comme ça? Non. Bon, vous allez d'abord faire bon, disons, comment on appelle ça? Une simulation comme cela pour faciliter la tâche. Donc, voilà les gars, ça c'est le routage dynamique. Maintenant, tout ce que je vais raconter là, c'est tout simplement les détails de ça. Sinon, j'ai fini le concept comme ça. On est là, on continue. Dans le routage dynamique, qu'est-ce que je viens de dire? Vous devez construire le tableau de routage par vous-même. Ici, le routeur ne fait rien. C'est vous qui allez faire le travail à la place du routeur. OK? Donc, il facilite la maintenance des tableaux de routage dans les réseaux de petite taille. Regardez si c'est bien souligné, petite taille. Donc, lorsque vous avez un réseau de petite taille, en ce moment, vous pouvez aller avec le routage statique, qui ne sont pas amenés à se développer de manière significative. Utilise une seule route par défaut pour représenter un chemin vers tout réseau ne représentant aucune correspondance plus spécifique avec une autre route figurant dans le tableau de routage. Les routes par défaut sont utilisées pour envoyer du trafic vers toute destination au-delà du routage ascendant, au-delà du routeur ascendant. OK? Donc, si par exemple, il y a des trafics qui vont au-delà de ça, vous pouvez tout aller avec le routage statique. Sur le routage par défaut, pardon. Il assure le routage entre les routeurs d'extrémité. Un réseau d'extrémité est un réseau accessible par une seule route et le routeur a un seul voisin. OK. Donc, pour le moment, on s'arrête là avec le routage statique. Nous ne sommes pas là pour implémenter d'abord. Vous avez compris le concept maintenant. L'implémentation est facile. C'est la chose la plus facile, la configuration. Il faut juste ce matin, par exemple, au niveau de l'administration des serveurs, on a appris comment est-ce que vous pouvez, si par exemple vous oubliez le mot de passe du serveur, en tant qu'administrateur, comment vous pouvez réinitialiser le mot de passe? On a vu ça. Est-ce qu'au niveau de route, on a fait ça d'abord? On a couvert ça avec vous, la réinitialisation du mot de passe de route, si vous ouvrez de commutateur. Je ne sais pas si on a couvert ça. Les gars, est-ce qu'on a couvert ça? Allez-y, monsieur Ahmad. OK, OK. Donc, on va pousser dans celle-là. C'est qu'on va couvrir, il n'y a pas de problème. Merci bien. Donc, ce matin, au niveau de l'administration des serveurs, on a vu comment est-ce qu'on peut réinitialiser le mot de passe. Maintenant, qu'est-ce que je les ai dit? Comment, par exemple, on peut recouvrir, si par exemple vous oubliez le mot de passe, comment vous pouvez recouvrir ça? Ce que je l'ai dit, c'est la même chose ici que je vous dis. Il faut savoir que c'est possible. Quant à l'implémentation, vous pouvez trouver ça sur Internet. Dieu merci, aujourd'hui, Internet est accessible à tout le monde. Donc, vous avez accès à une connaissance illimitée. J'ai expliqué le concept et puis on a pratiqué. Maintenant, il y a un des apprenants qui a posé la question, à savoir si est-ce que la méthode qu'on a adoptée, c'est pour toutes les distributions Linux ou c'est seulement pour Red Hat. Et je leur ai dit, la procédure, c'est la même chose. Mais si, par exemple, vous allez avec Ubuntu, il y aura juste un petit changement au niveau des options. Mais la procédure, c'est la même. Du fait que vous savez déjà que c'est possible, vous savez déjà faire ça. Si demain vous vous retrouvez devant, par exemple, Debian, ou bien Ubuntu, ou bien, comment on appelle là, Kali Linux, il faut tout simplement aller sur Google. Et c'est ainsi que j'ai ouvert cette fois que j'ai fermé la fenêtre en question. C'est ainsi que j'ai ouvert une fenêtre et je les ai montrés et on a vu ça ensemble. Donc, avec vous également, c'est la même chose. Je viens de vous expliquer le concept de protocole de routage statique. Quant à l'implémentation, vous venez ici, OK? Static routing configuration command. Regarde, si vous savez faire les recherches, à partir de cette formation, vous devenez indépendant pour toujours. How to configure static routing. Maintenant, il reste juste la syntaxe là. Je vais expliquer la syntaxe et puis c'est fini. Regardez, quand vous venez ici, tout est expliqué. Vous, avec un exemple là, vous lisez là. Si vous les regardez ici, l'implémentation, c'est fini. Rien d'autre. Tout est là, les gars. Il faut juste connaître le concept. Le reste là, vous allez vous débrouiller vous-même. OK, guys. So let us continue. Now, on va parler de routage dynamique. C'est quoi le routage dynamique? À l'opposé du routage statique que je viens d'expliquer, c'est-à-dire quoi? Ici, vous allez au niveau de chaque route et puis vous créez les tableaux de routage vous-même. OK? Contrairement au routage dynamique qui nous demande des efforts du côté administrateur, c'est-à-dire nous, en tant qu'administrateur, nous devrons faire le travail à la place du routeur. Le routage dynamique ici, le routeur va faire le travail pour nous. C'est-à-dire tout ce que nous, on allait faire ici pour le routage statique. Avec le routage dynamique, nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous allons tout simplement configurer les interfaces là, et puis on va activer. On va activer l'algorithme de routage dynamique. Et puis, l'algorithme va se charger de apprendre du réseau entier.
Vous voyez comment c'est intéressant, les gars. L'algorithme, c'est-à-dire quoi? On est au niveau de ce routeurs ici. Tout ce qui nous préoccupe, c'est la configuration de ces interfaces. Ça fait comme un 4 réseaux. Et puis, on va activer le routage parce que si c'est RIP, ou bien si c'est OSP, ou bien si c'est AIB, qu'on appelle AIDRP, ou bien ainsi de suite. On active ça et puis le routeur maintenant, il va communiquer. Il y a des hello messages qui sont envoyés et les routeurs, qu'on appelle, je vais expliquer ça très bientôt, ok? Le moment va pas rentrer dedans. Mais ils vont communiquer entre eux et puis ils vont mettre les barres de données à jour. Je prends juste un petit exemple ici. Vous allez voir. Donc, le routeur 1 est là, le routeur 2 est là. Donc, quand seront dans les mêmes réseaux, quand on va activer, par exemple, OSPF, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont communiquer entre eux. Il y a un paquet hello qui sera envoyé. Là, il va dire hello, je suis par exemple le 10.1. OK? Mais il va envoyer ça à une adresse de multidiffusion qui est, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour le moment. Et ici, il va se présenter. Il va dire que je suis 10.1. OK? Et celui-là, si celui-là a également besoin, et le protocole, lui aussi, il va envoyer un message dit que moi, je suis le 20.1. Et ici, celui-là va dire que, OK, moi, voici la base de données que j'ai un. Un instant, je vais bien faire ça. Il va dire que moi, j'ai un, j'ai trois, j'ai cinq. OK? Donc, lui, là, également, il va envoyer sa base de données. Lui, là, il a, par exemple, deux, quatre, six. Donc, il va dire que lui, là, et quand il va envoyer, il dit, voici ma base de données. Lui aussi, il va dire, voici ma base de données. Lui, là, il va observer que, ah, lui, il n'a pas deux, il n'a pas quatre, il n'a pas six. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, mon frère, voilà, oh, moi, j'ai, voilà. Moi, j'ai un, j'ai trois, j'ai cinq. Mais je n'ai pas le deux. Je vois que toi, tu as deux, tu as quatre, tu as six. Moi, je n'ai pas ça. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider pour que je puisse mettre ma base de données à jour? Il va dire, il n'y a pas de problème, mon frère. Moi aussi, j'observe que je n'ai pas un, je n'ai pas trois, je n'ai pas cinq. Mais toi, tu as ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça tout simplement database distribution. Database distribution. Donc, ils vont échanger des DD. Et qu'on appelle link state, link database distribution. Ça m'échappe là. LDD. OK? Ils vont échanger ça. Donc, ils vont se partager les bases de données. Donc, quand ils vont finir là, chacun maintenant aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils vont se mettre à jour. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer là? Ils vont maintenant chacun faire les. Mais les restes, c'est les histoires. On va arriver sur les restes un peu plus tard. Pour le moment, on continue ici. Vous voyez comment est-ce que c'est intéressant là? Et vous voyez comment est-ce que c'est facile? OK? Donc, c'est ça le protocole de routage dynamique. Donc, ici, on n'a pas besoin de. Les routeurs, ils vont utiliser les algorithmes pour faire le travail par eux-mêmes. Tout ce qui nous concerne, c'est de configurer les interfaces et puis activer le protocole, c'est tout. Les restes là, ils vont faire ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont s'adapter automatiquement s'il y a un changement de topologie. Alors qu'avec le routage statique, les gars, si vous faites un petit changement, il faut aller au niveau de chaque routeur encore et puis ajouter et comment on appelle les changements que vous avez effectués. Sinon, il n'y aura pas de communication. C'est pourquoi c'est recommandé que lorsque votre réseau est petit, est de petite taille, si votre réseau est un grand réseau, il faut mieux voir avec le routage dynamique. Quant au routage dynamique, nous avons des protocoles de routage dynamique sont là. Quand vous entendez RIP et puis OSPF, ce sont des protocoles de routage dynamique. OSPF, AI, JRP. C'est que sur la séance prochaine, je vais prendre parce qu'il est déjà presque là, je dois donner le cours de CCNP. La séance prochaine, je vais prendre un exemple. Je vais, comme appelle, passer peut-être 20 minutes et à vous parler de, je veux que vous écrivez ça, intérieur, gateway, routing, protocol, extérieur, gateway, routing, protocol. Et que vous écrivez les deux. La séance prochaine, je vais expliquer les deux. Vous allez comprendre. OK? Écrivez les deux. Si vous pouvez également faire des recherches. Là, il y a beaucoup de choses. Vous savez, moi, j'en sais CCNA, j'en sais CCNP. Donc, je fais attention à ne pas couvrir des concepts de CCNP ici. Si je vais comme ça, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Donc, je m'arrange à rester dans le concept de CCNA. Mais si vous voulez vraiment la connaissance, les gars, no choice. You need to learn CCNP. Et puis, CCNP, c'est pas la limite. Il y a CCIE également qui est là. Mais vous-même, vous prenez CCNP et puis vous arrêtez là. L'autre, lui, il apprend CCNA, il va apprendre CCNP, il va apprendre CCIE. Est-ce que vous pouvez vous arrêter devant cette personne? Vous allez vous incliner devant cette personne. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il a imposé le respect. Donc, tout dépend de vous. Si vous voulez imposer ce respect-là, il faut faire le sacrifice. Ah, le succès a un prix. Hein. Le respect également a un prix. Il faut mériter le respect. Donc, c'est à vous de vous mettre au travail et puis vous allez réussir. Si vous voulez le respect, il faut chercher le respect. On ne peut pas dormir pour avoir le respect. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui, les gars.
Et la séance prochaine, je vais continuer à partir d'ici, routage par défaut. Je voulais finir ça aujourd'hui, malheureusement. Si je dis je vais continuer, je vais aller un peu vite et vous n'allez pas comprendre. Vous voyez, je prends beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre certaines choses.